Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël Defoucault et Angélique Gimnez, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, bonjour Angélique. Bonjour Raphaël. Ravie de te retrouver. Alors, on continue Angélique, ce programme sur les émotions. Oui. Alors, t'as plus peur depuis la dernière fois? J'ai réfléchi justement à nos souris. Alors, Ouais. cet épisode sur la peur, qui était notre épisode 249. Et puis, on a travaillé la joie, donc cette émotion que on ne peut que cultiver, donc dans le 246. Et puis, on a travaillé les émotions de manière générale. Les émotions sont nos alliés dans l'épisode 242. Alors, aujourd'hui, on va devenir toute rouge, on Oui, va parler fort, on va avoir les naseaux qui se dilatent, et puis on va libérer une énergie incroyable. On va parler de la colère. Une émotion peut-être un peu incomprise. Et ce que on a envie de faire aujourd'hui avec toi, Angélique, c'est essayer de comprendre comment canaliser cette colère pour en faire un instrument de croissance. Parce que cette émotion, cette colère-là, comme je le disais, elle est beaucoup trop incomprise et on a tous accès à la colère. oui, oui. C'est très juste. Allez, je change de regard. Alors du coup, je commence par ce que tu disais, c'est de l'énergie, c'est rouge. D'ailleurs, tu as mis un pull rouge, vous la voyez pas, Raphaël, mais elle a son pull rouge, ses ongles rouges. Et c'est vrai que on a une expression qui dit rouge de colère, voilà, vert de rage. D'ailleurs, voilà, rouge de colère. Je crois que quand tu dis réhabiliter, on peut commencer par ça, dire que la colère, c'est de l'énergie. C'est quand on est en colère, et on va y revenir, c'est on a une montée en énergie. D'ailleurs, on se dessine ou on symbolise rouge parce qu'effectivement, on sent de la chaleur et puis une espèce d'activation à l'intérieur de nous. C'est un peu comme s'il y avait un moteur qui se mettait en route. Alors, pourquoi faire? Généralement, quand on est en colère, c'est pour dire et crier haut et fort ce qui n'a pas été entendu par l'autre et ce qui est si important pour nous. Est-ce qu'on peut taper l'autre? On introduit tout de suite et puis après on va revenir, c'est « ah non, non ». Et là, tu l'as dit, qu'est-ce qui fait qu'elle est mal comprise? C'est la colère, c'est l'énergie pour réhabiliter quelque chose, pour restaurer quelque chose en nous et faire valoir sa parole. Ça n'est absolument pas l'idée d'agresser et de taper l'autre pour se défouler et lui faire du mal. Et je crois qu'effectivement, ça, c'est ce qui a fait du mal justement à la colère, c'est qu'on la méprend, oui, avec l'agression, l'agressivité et la permission de taper l'autre. Quand je suis en colère, j'ai besoin de me faire entendre, mais je n'ai pas forcément besoin de taper l'autre. Sinon, ça s'appelle avoir envie de se venger. Mmh. Et puis c'est l'accès à la violence. Oui, oui, oui. Et puis parce que cette violence aussi, sous le coup de la colère, elle peut être aussi bien physique que verbale. Oui, oui, oui. Ce qui fait que, du coup, quand on est dans notre série des émotions, donc la colère, c'est quoi? C'est une émotion de plus, hein, qui est là parce qu'elle a une fonction. On rappelle, hein, je te disais tout à l'heure en rigolant, les émotions, c'est pas une option, c'est une faculté qu'on a d'intégrer. Et il n'y a pas des gens qui sont plus chargés de colère ou de tristesse. Non, c'est la colère, comme les autres émotions, ça permet de réagir à certaines situations, des choses qu'on nous a dites, des choses qui nous arrivent. Quelqu'un te marche sur le pied une fois, peut-être que c'est juste, c'est anodin. Si ça fait 4 fois que par mégarde, soi-disant, il te marche sur le pied, tu as le droit d'être en colère. C'est justement cette chose-là qui va venir pour dire stop. La colère, c'est fait pour dire stop à l'autre, parce qu'on n'en peut plus, parce que ça dépasse les limites de ce que l'on est capable d'admettre, et ça permet de restaurer les frontières entre l'un et l'autre, et ça suscite de l'énergie justement pour mettre le stop, et ensuite dire, écoute, tiens-toi à distance, ou ça fait 4 fois que tu me marches sur les pieds, je te demande de faire attention. Et ça ne veut pas dire, du coup, je te mets un coup de pied ou je te marche sur les pieds à mon tour. Sinon, on a une montée en flamme, et la colère, du coup, c'est juste cette énergie, alors je vais le dire avec le ton qui va bien, qui dit stop,
Parce qu'effectivement, si on dit bah, je suis en colère, est-ce que tu peux arrêter? C'est pas très bien. Voilà, il y a de l'énergie dans la voix. Donc c'est un vrai stop pour l'autre. Chacun reste dans son camp et écoute ce que j'ai à te dire. Alors est-ce qu'on crie? C'est effectivement si on prend le porte-voix et qu'on crie, au début ça peut être un peu comme ça. Et doucement, le ton doit être ferme et on doit redescendre, on doit gérer notre énergie parce que si on crie trop fort, ça casse les oreilles à l'autre, Mhm. l'autre, et on ne sera pas entendu. J'aime bien dire souvent que la colère, c'est un petit peu comme si on prend l'image d'une balle de ping-pong, et c'est la balle de ping-pong, elle est comme enfoncée. Oui, Et, et en fait, quand on est en colère, c'est cette énergie qu'on va utiliser pour remettre cette balle en forme. en forme. Mm. Et du coup, on est comme entamé, en fait, dans ce qu'on est, en fait, ça peut être dans son système de valeurs, ça peut être dans son intégrité, ça peut être sur plein de choses. Et en fait, on a cette énergie de repousser. D'ailleurs, très souvent, quand on est en colère, c'est vrai, on fait des grands gestes. Oui, vraiment c'est ce périmètre de sécurité. Je peux emprunter une analogie qui m'avait été transmise, moi, c'était Isabelle Filiosa, à l'époque, j'avais fait une formation avec elle, qui disait la même chose que toi, mais on peut donner aussi l'autre image, c'est finalement quand ta voiture, quelqu'un te rentre dedans. La colère, c'est ce qui va permettre de redresser ta carrosserie qui est cabossée. Voilà, c'est tu la redresses. Et ensuite, tu tiens l'autre à distance. Si avec ta voiture, tu vas retaper l'autre, ben, non seulement ça redresse pas ta carrosserie, bon, ça va abîmer celle de l'autre, mais éventuellement, ça enfonce encore plus la tienne. Alors, on dit souvent combattre. Je crois que c'est là qu'on fait quelque part, des fois, des confusions. Si vraiment on devait combattre, ok, on combattrait, mais là, dans ces cas-là, on n'est plus en colère, on est dans l'agression, hein, des deux côtés. Non, l'énergie pour redresser ben, sa balle de ping-pong, sa carrosserie, voilà, pour remettre les limites et tenir l'autre à la distance suffisamment bonne pour que chacun voilà, puisse rentrer dans son camp et qu'on puisse ensuite à nouveau parler ensemble. Et finalement, je trame un petit peu du coup pour le coup la métaphore, c'est-à-dire en ayant redressé leur voiture, ils ont pu prendre des chemins nouveaux. Quand tu vas taper la voiture de l'autre, au fond, on stagne, voire même on recule. C'est voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de leur colère ou peur de la colère de l'autre parce qu'effectivement, ce qu'on appelle gérer et réguler ses émotions, c'est il y a une telle énergie dans la colère que des fois, des gens notamment un peu encore impulsifs, chez les ados, on peut avoir ça, chez le petit enfant qui voilà qui tape avec des poings parce qu'il sait pas trop quoi en faire. C'est quelque chose, c'est une énergie qui nous surprend au départ. Et du coup, on doit apprendre simplement qu'elle monte. Et quand on s'exprime avec une voix un peu plus haute que d'habitude et qu'on pose les limites, ensuite ça redescend et on se remet en bonne énergie justement pour avancer dans le chemin qui nous convient. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, comme ça a été mal saisi pendant très longtemps, c'est une émotion qui a mauvaise, qui a mauvaise presse parce qu'au fond, elle a fait peur et elle a été trop souvent associée à agressivité. Ça me permet aussi d'ajouter quelque chose de fondamental. Je pense que tu vis la même chose dans ton cabinet, Raphaël. C'est alors, les gens qui sont jamais en colère, et du coup qui en ont et qui savent pas la gérer. Et t'as les gens qui arrivent en me disant mais de toute façon moi je suis toujours en colère. On revient à ça. On ne veut pas être toujours dans une émotion. Ça n'existe pas. On mourrait d'épuisement parce que finalement la colère c'est cette montée en puissance. Alors il y a des neurotransmetteurs, il y a des hormones. Les gens connaissent hein, dopamine, adrénaline. Voilà, on monte en puissance et puis ce qu'on appelle, on en a déjà parlé, l'accélérateur. Hein, on se met sur le sympathique pour pouvoir accélérer. On ne peut pas rester en colère tout le temps. De toute façon, on va se décharger, on va s'épuiser. Les révoltés, c'est ces gens qui ont, on a le sentiment qu'ils sont en colère en permanence. Et d'ailleurs, contre qui? Bah, on sait pas trop parce qu'à la fin, on a l'impression qu'ils sont en colère contre la terre entière. Et ça, c'est ça finalement le mot il est mal utilisé. C'est pas de la colère, c'est un sentiment de vengeance, de révolte, d'incompréhension. Normalement, la colère, c'est un, c'est une passagère temporaire hein, qui nous dit là, ça va trop loin, stop. Chacun dans son camp, on s'apaise et on reprend une conversation digne de ce nom. C'est-à-dire, on ne se crie pas dessus, voilà, on revient sur quelque chose de plus tranquille. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, bah, comme le reste, il est important d'avoir été appris, si je le dis comme ça, à l'utiliser et la réguler.
Du coup, si on revient à notre côté corporel et puis de faire d'expliquer avec le système nerveux autonome comment ça se passe la colère. Effectivement, c'est à l'intérieur de notre tronc, hein, vous vous souvenez, entre le cou et les jambes, la colère, le système nerveux autonome, il y a des câblages à cet endroit-là, et du coup, ce qu'on appelle l'axe sympathique ou orthosympathique, anciennement, on l'appelait comme ça, hein, finalement, c'est lui qui va aider à une montée en charge, en puissance du métabolisme, et y compris l'accélération cardiaque, voilà, un flux d'oxygène plus important. Tout ça pour effectivement permettre de défendre, entre guillemets, voilà, c'est de défendre son point de vue, son corps des fois, parce qu'effectivement, contre quelqu'un qui nous agresse, on a raison d'être en colère aussi, hein, d'essayer de le maintenir à distance. Et du coup, il y a toute cette charge là, d'énergie et cet accélérateur qui se met en œuvre. Ça, dans le tronc, ça nous donne quoi? C'est effectivement, on sent la chaleur. On pourrait dire ça turbine, ça monte en Ouais. charge en puissance, donc on produit de la chaleur. Pour ceux qui ont vu le petit film vice versa, Colère, il est tout rouge et il a du feu qui sort des cheveux à certains moments. Ce sentiment d'avoir chaud à l'intérieur est effectivement un peu en ébullition. Ça peut nous donner chaud au visage, aux oreilles, hein, un peu partout. Et c'est vrai que je crois enfin moi je le sais pour avoir vécu aussi ça, il y a des fois des grosses colères. On est un peu surpris de nous-mêmes. On sent qu'on aurait une énergie, une puissance. C'est peut-être qu'on se fait peur à nous-mêmes, hein, un peu méconnu hein, en nous. Et des fois, effectivement, avec l'envie pour la décharger immédiatement de taper quelqu'un ou quelque chose parce que ça, comme si ça allait pouvoir nous soulager. Ça n'est pas totalement faux, sauf que normalement, on a été éduqué, appris à contenir ça. Et tant qu'à taper sur quelque chose, autant taper sur un coussin, mais pas sur la personne qui est en face de nous. C'est que cette montée d'énergie, bon, bah, on apprend à la dompter. Et c'est pour ça, notamment, que chez les petits, on doit les aider. Parce que, alors, eux, quand ça monte, et on dit après, ouais, ils font des colères, ils tapent par terre, tout ça. Et ça, ils sont cette montée qu'ils ne savent pas réguler. À nous de les contenir et petit à petit, ils vont apprendre à la gérer et à la contenir et à en faire quelque chose d'utile. Mhm. Du coup, ça m'amène à la question suivante que je voulais te poser, tout ce qui est autour de la colère et de la relation. En fait, parce que la colère, elle arrive. Après ça, la personne qui est en face de soi l'entend ou l'entend pas. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les risques de trop exprimer sa colère ou de pas l'exprimer du tout? Parce que ça a inévitablement une incidence. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Alors, je fais un petit clin d'œil parce que je crois que c'est aussi l'occasion de rendre à César. J'ai une de mes thérapeutes qui, à l'époque, moi, je disais que je savais pas ce que c'était que d'être en colère. Je l'avais pas reconnu. Voilà. Du coup, je l'ai retourné contre moi. Parce que, on va commencer par ça, c'est si on ne l'utilise pas, parce que les émotions, c'est des produits pour être en relation avec l'autre et avec son corps, si on ne l'utilise pas, elle reste là. Alors, ça peut aller vers des aigreurs d'estomac, chez certains, de l'hétéroagression. Là, on retourne contre soi et normalement, on n'est pas censé s'agresser, mais c'est pour tenter de la décharger. Donc, elle m'avait dit, mais tu sais, la colère, justement, on n'est jamais en colère contre les gens qui nous sont indifférents, qu'on n'apprécie pas, avec lesquels on n'a pas envie d'être en relation. Ça m'avait interpellée parce que j'ai dit, effectivement, bon, des fois, on peut être en colère 2 secondes après quelqu'un d'inconnu qui nous a marché sur les pieds, mais ça reste pas. Des fois, la colère, elle reste au décours d'une relation et justement, comme tu le dis, ça nous embarrasse. Est-ce que j'ai le droit d'être en colère après mon meilleur ami? Qu'est-ce que j'en fais de ces choses-là? Mais si je lui dis, ça se trouve, on va être fâché définitivement. Donc, elle embarrasse hein, finalement souvent dans la relation. Moi, je crois qu'on peut déjà dire une chose, c'est que justement, quand on est dans une relation où il y a de la colère vis-à-vis, alors pas forcément de quelqu'un, mais de ses comportements ou de ses mots, je pense que déjà, faut le redire comme ça, c'est plutôt bon signe. C'est qu'on a encore envie d'être en relation avec la personne. Le jour où on n'est pas en colère après quelqu'un, c'est qu'on s'est complètement détaché. Voilà. Et la colère, finalement, dans la relation, c'est un régulateur qui indique que l'autre a été trop loin par rapport à certaines de nos limites. En même temps, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Parce que même les gens qu'on aime le plus, eh ben, du coup, des fois, on peut être quand même en colère après eux parce que, justement, ils sont censés nous connaître encore plus.
comment se fait-il qu'il dépasse les limites de ce qui est supportable pour nous? Bah parce qu'au fond, même quand on a des années et des années de vie ensemble, on ne sait jamais exactement ce qu'il y a chez l'autre et dans l'autre. Ce qui veut dire que la colère, c'est une espèce de régulateur pour vérifier que chacun, finalement, reste bien dans son camp. Voilà. Et ça revient à dire aussi quelque chose d'extrêmement important, Raphaël, c'est que la relation, c'est pas la fusion. C'est pas je suis dans l'autre et je sais tout de lui et j'ai tout compris. Non, c'est une relation, c'est deux petits rouages avec un interstice, hein, et la relation, c'est cet endroit où, quand tu disais au ping-pong, on se lance la balle de ping-pong en douceur, et la colère, c'est finalement l'indicateur, c'est, oh là, t'as lancé trop fort, là. Ou j'ai été surpris, il y a quelque chose qui va pas. S'il te plaît, on s'arrête, on fait une pause, je te dis ce qui ne va pas, et on voit comment on peut réguler. D'ailleurs, normalement, une saine colère, quand tu dis, ça devrait être juste, dans le décliné des mots, c'est, là, ça m'a titillé, ça m'a agacé. Si on devient rouge de colère, justement, c'est qu'on a trop stocké. Souvent, c'est ce que les gens font. Je prends, je prends, je prends. Et moi, je dis à mes patients, c'est attention, vous allez avoir le syndrome de la cocotte minute. Il faut faire pshhh, sinon vous allez me péter le couvercle. Voilà, c'est vraiment dire la colère, comme les autres émotions, mais je crois peut-être en y réfléchissant encore plus celle-là, c'est de pouvoir la dire au fur et à mesure. Parce que sinon, effectivement, elle va monter, 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 on fait un stock et d'un seul coup, eh ben, le bouchon de la cocotte, il va partir. Et là, le problème, c'est qu'on le gère mal. Et en face, effectivement, ben, le bouchon de la cocotte, s'il t'arrive dans la tête, c'est pas très plaisant, quoi. Ça va être une agression. C'est ce que je dis beaucoup, surtout dans les couples, hein, où justement il y a ces tensions. Je suis complètement d'accord avec toi. Le fait d'être en colère va montrer ses limites, et je dirais que c'est même bon pour la relation. C'est-à-dire que on connaît mieux ses limites, on connaît mieux les limites de l'autre, et tout ça, ça fait grandir la relation. Donc ça, c'est le côté qui est très positif. Maintenant, là où je te rejoins aussi, c'est que le fait d'entasser, entasser, entasser, et que ça, plouf, tout d'un coup, ça sort. Là, je dis, c'est pas le moment de discuter et d'échanger. C'est important de faire retomber la colère. On dit souvent que chez les hommes particulièrement, il faut un minimum d'une vingtaine de minutes pour faire redescendre la pression. Et que tant qu'on est dans cet état de pression, ça ne sert à rien d'engager un dialogue, parce que ça va inévitablement se terminer par des bombes atomiques, quoi. Oui, 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 parce que tu dis d'une autre façon encore ce qu'on disait précédemment, c'est que on a dit les émotions, ça se régule, ça se contient. Sauf que quand ça monte, ça monte, ça monte et que c'est très très fort, ben notre capacité de contention, elle est pas possible. En même temps, je crois que c'est important qu'on dise donc tenter de déstocker, puisque effectivement les émotions, de toute façon, au maximum, le système nerveux, notamment la voie sympathique, on peut évaluer qu'au maximum, au bout de 40 minutes, on serait épuisé. Tu vois, on serait en décharge de toute façon. Alors effectivement, on peut vociférer. J'aime bien ce mot. On peut grommeler, vociférer pendant 40 minutes. On va être épuisé après. Hein. Remarque après, si on laisse passer, possiblement l'autre il peut t'attaquer. Là, c'est bien, t'as plus d'énergie. Mais l'idée vraiment, c'est de se dire, c'est cette colère, faut la déstocker doucement. En même temps, parfois, il peut arriver aussi des colères où on est surpris nous-mêmes, où là, j'ai presque envie de te dire, mais limite, on déjanterait. C'est parce qu'effectivement, dans ces cas-là, on a tous des choses importantes pour nous. Tu disais le système de valeurs, c'est des choses qui sont plus précieuses dans notre vie. Et dans ces cas-là, effectivement, la colère, elle peut monter très brutalement. Voilà. Et dans ces cas-là, le flot d'énergie, il est tellement grand que les uns et les autres, même bien contenus, on pourrait finalement se jeter sur quelqu'un. Moi, je sais pas si je vois quelqu'un qui est en train de frapper son chien. Je pense que d'un seul coup, je crois même que je serais capable, même si c'est un grand costaud, de me jeter sur lui, quoi. Et là, je serais plus dans une saine colère. Mais du coup, effectivement, ça peut nous mettre hors de nous. Voilà, et on est tous parfois en limite de colère, agressivité. Je peux même dire que c'est un indicateur de bonne santé. Tu vois, quelque part aussi de temps en temps, qui veut dire, mais non, là, c'est insupportable pour moi de voir ça. Simplement, effectivement, c'est respirer un coup, se réguler, puis se dire, effectivement, comment je peux gérer la situation autrement et qu'en frappant moi aussi, parce que sinon, après, du coup, forcément, on va s'en vouloir. Hein. Ça amènera à un autre sujet plus tard, c'est la honte ou la culpabilité. On n'est pas fier de nous.
Voilà, du coup, la colère, ce flux d'énergie, plus on le dissémine régulièrement et plus on apprend sur des petites colères, des agacements, des titillements, voilà, à la réguler, plus c'est facile. Si on attend effectivement d'être dans zone rouge, hein, moi je dis c'est en montée en puissance trop forte, hors de sa fenêtre de tolérance, l'autocontention, elle devient difficile, hein, quel que soit notre âge et quel que soit notre caractère. Justement, comment l'apprendre à la gérer, à la canaliser, cette colère? Parce que tu disais très justement, il y a différentes gradations de la colère. Donc, on peut effectivement, quand on la sent un peu monter ou qu'on a une petite colère, un petit agacement, savoir au moins le nommer, l'exprimer si c'est nécessaire. Et parfois, et tu le disais aussi, et je l'entends moi, des personnes qui passent de 0, c'est même pas jusqu'à 10, de 0 à 15, chouf, en l'espace d'une seconde. Et effectivement, ces personnes-là, il y a quelque chose de l'ordre de leur système de valeurs qui a été profondément touché. Probablement aussi des réactivations Oui, de blessures. oui. Notamment de colère d'enfant, de l'enfant qui subit la colère, l'énervement du parent, qui parfois, en tant que parent, même peut-être peut déraper, hein, mettre une fessée, une claque, voilà. Et encore une fois, ça n'est pas permis, mais voilà, on a peut-être tous l'occasion de dériver un jour. Et finalement, l'enfant, comme lui, peut pas dire sa colère, il peut pas répondre, il stocke. Et de temps en temps, à l'occasion de certaines scènes de vie, il y a finalement ces traumatismes profonds qui remontent et qui du coup vont se jouer, mais de façon complètement déplacée dans le temps. Voilà. Et c'est là, Raphaël, c'est vrai que je pensais pas amener ce sujet, mais on peut le dire directement, c'est qu'après, en tant que parent, toutes nos colères finalement non délivrées, on pourrait dire, de l'enfance et subies, peuvent se rejouer vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de nos propres enfants et des plus faibles. Et après, on se déteste finalement d'avoir ces réactions là. Si on dit comment on fait, la première des choses, c'est dans l'idéal. Si c'est ça, voilà, c'est dans l'idéal. C'est si dès qu'on est petit, on a des parents qui nous montrent différents gradients de colère et qu'en même temps, du coup, plutôt que de taper ou de vociférer sur les enfants et de s'agiter dans tous les sens, voilà, trouvent des alternatives et sont des bons modèles, ça c'est déjà bien. Et quand moi je suis petit, et on dit quasiment aujourd'hui, on est assez clair que jusqu'à 8 ans, on développe la connectivité entre le niveau supérieur, notamment le cortex, et les niveaux bas du cerveau. Voilà, il faut arriver à 8 ans. Du coup, dans cet intermède-là, c'est d'aider l'enfant à réguler quand il est très agité. Donc le contenir, et ça ne veut pas dire le ceinturer avec une grosse ficelle saucissonnée, ça veut dire regarde-moi, je me mets à son niveau, je le tiens pour qu'il retrouve les limites de lui aussi. Là, c'est le contact, et puis dire on se calme, regarde-moi. Et surtout, tu es en colère. Je crois que on va aussi guérir à l'échelle humaine en acceptant, c'est reconnaître tu es en colère. Ok, c'est normal et naturel d'être en colère parce que ton frère, il a pris ton jouet préféré, par exemple. C'est finalement, si on commence à reconnaître que, oui, c'est normal et naturel, c'est une émotion qui a une fonction comme les autres, c'est peut-être pas la plus facile à gérer tête et corps. Voilà, parce que ce gros trop plein d'énergie, des fois, il n'est pas facile à canaliser. Donc, c'est déjà reconnaître sa fonction, c'est dire que ça dépasse mes limites et pouvoir le nommer et être entendu. Or, quand on est enfant, nommer qu'on est en colère, nommer ce qui va pas, encore une fois, c'est pas si simple que ça. Mais déjà, reconnaître que là, tu es en colère, et ça commence par nous aussi, Raphaël. Des fois, quand on sait pas ce qui se passe, mais qu'on peut se dire, oh, voilà, ici m'arrive, là, peut-être, juste, je suis en colère. Le fait de reconnaître verbalement, et là aussi, c'est ce qui se passe entre le cerveau et le corps, c'est la verbalisation, le mot, déjà, ça apaise. C'est-à-dire, ok, ma tête a compris que dans mon corps, là, cette énergie, c'est de la colère. Ok. Du coup, maintenant, c'est après quoi? Après qui? C'est qu'est-ce qui m'a mis en colère? Donc, tu vois, même sans commencer des grands exercices ni rien, c'est de commencer cette espèce de dialogue entre tête et corps. Tout le monde a ses fonctions de colère. Or, pendant très longtemps, c'était l'apanage masculin. La colère, c'était pour les hommes et les pleurs, c'était pour nous. Voilà, c'est la peur, voilà, on avait partagé. Mais non, c'est de reconnaître, c'est ok, c'est en train de monter, c'est un indicateur. Qu'est-ce que je fais de cela? Et j'ai besoin de dire. Et possiblement, des fois, alors je claque une porte.
Alors, je sais, c'est vécu un peu comme ça peut paraître violent comme ça, mais à la limite, si on claque une porte en sachant qu'il y a personne derrière, voilà, c'est un geste un peu emporté. Comment ensuite, je peux dire, hein, des fois, je même simplement, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Alors moi, j'ai une expression, je vais la dire, c'est pas très bien. Merde, 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 merde. Je décharge comme ça. Et j'ai appris à mes enfants. Je sais pas pourquoi, mais les gros mots, ils ont une vertu thérapeutique sur la colère. Tu vois, tu vois, c'est un truc un peu. Et du coup, tu dis un gros mot, mais pas à l'autre, à toi. Ça décharge un peu. Et ensuite, une fois que tu as évacué un petit peu, c'est OK. Maintenant, je vais te dire. Voilà, c'est ce que j'ai. Ou comme tu disais tout à l'heure, c'est OK, là, je suis trop en colère, c'est pas possible. Je respire un coup, quitte, je vais tourner 2 fois dans le jardin. Je vais décharger un petit peu mon trop plein d'énergie. Je reviens, on se pose. Et puis avec cette idée, OK, j'ai quelque chose à dire. Voilà, je vais le formuler. Je crois aussi que dans la relation, ce que tu disais, c'est que parfois quand on est en colère, la grande difficulté à dire, c'est quand l'autre en face, tous les 2 secondes, te coupe la parole. Parce que quand on est dans l'énergie de la colère, c'est pas facile de passer à l'expression, faire sortir de soi. Et t'as vu, t'es expression. Et ensuite, justement, on va se réguler. Ce qui fait que des fois aussi, c'est intéressant de pouvoir, même dans un échange, dans une relation, dire, écoute, est-ce que tu peux me laisser dire? Voilà, je finis et après, voilà, tu reformules, je reformule. Et ça sous-tend quoi dans la relation? Justement, comment on peut apprendre à gérer la colère aussi en ayant en face de nous des gens qui permettent, c'est OK, parfois d'être en colère, donc qui savent eux-mêmes la dompter, et puis qui n'en ont pas peur. Parce que si l'autre en face a peur de notre colère, ben parce que soit il y a eu des dérapages, soit plus jeune on a eu peur, mais c'est la peur et la colère activent de concert justement souvent cet accélérateur, tu sais, fuir ou combattre dans le système nerveux autonome. Ce qui fait qu'on a un mauvais combo, si on disait comme ça, une mauvaise combinaison. Et si je suis en colère et j'ai peur de ta colère et puis réciproquement et j'ai peur de perdre la relation et tout, ça c'est temps mort. Hein. On fait une pause, voilà, et c'est pas le moment. C'est pour ça que des fois aussi, notamment tu le disais dans les couples, pour gérer la peur de l'un, la colère de l'autre et réciproquement, au départ on a besoin d'un médiateur et de quelqu'un qui calme et de rappeler, c'est ok, c'est en réalité ce qui fait qu'on a peur de la colère, c'est qu'à un moment la colère, elle a été mal saisi, mal géré, et du coup, ça a amené à une forme de violence et de maltraitance physique, verbale, voilà, il y a eu plusieurs choses. Et quand on est en colère, effectivement, j'ai presque envie de te dire, c'est ce qui serait presque important, c'est de trouver en face un interlocuteur qui n'a pas peur de nous. Parce que sinon, on est sûr de rejouer des choses complètement désajustées. Mhm. Et après, effectivement, dans les couples, tu sais, on parle souvent de dominant-dominé, celui qui crie, celui qui a peur. C'est pas que dans les couples. Voilà, c'est dans ce binôme-là, si ma peur rencontre ta colère, à ce moment-là, c'est plutôt bien de faire une marche arrière et de dire, OK, on va demander à quelqu'un de nous aider, ou, ce qui est pas forcément toujours top initialement, mais, est-ce qu'on peut se parler, en allant marcher, en allant promener? C'est parce que quand on marche, on n'est pas en face à face. Oui. On est en parallèle. Et puis, du coup, le fait de marcher, ça, c'est un très bon stabilisateur. Ça régule toute notre physiologie. C'est rare de pouvoir vociférer, se mettre en colère en gesticulant tout en marchant. Tu vois, c'est quand même assez rare qu'on voit des situations comme ça. Et le fait peut-être d'avancer ensemble et en marchant et en bougeant, parce que là, pour le coup, normalement, la communication, c'est en face à face et plutôt statique, mais là, ça aurait vraiment une vertu de marcher ensemble. Et là, tu verras que les émotions, elles vont pouvoir se dire sans que il y ait cette peur et cette colère qui se rencontrent et avec un cocktail explosif. Oui, je souligne au passage qu'il y a des lieux qui sont inappropriés, en fait, pour avoir des échanges, comme par exemple la voiture. Parce que dans la voiture, où laisse-t-on l'espace à l'autre de pouvoir quitter la discussion? Mm. Et là, c'est prendre un peu l'autre en otage. Donc, je pense que c'est important de faire attention aussi à ces lieux dans lesquels on va exprimer notamment sa colère même. C'est génial ce que tu es en train de dire, Raphaël, c'est que, alors les ados, des fois, ils nous font des annonces en voiture, mais ça, on va les laisser faire. Ceux-là, on les laisse faire. Bon, après, c'est à vous, les parents, de garder la maîtrise sur le volant, puis de dire, mon chéri, on en discutera à l'extérieur de la voiture. Voilà. Et le fait est, parce que de toute façon, attention, ça peut même amener un accident.
Et si jamais il y en a un des deux qui finit par se taire, de toute façon, là, ça va créer une fissure, ça crée de la dissociation chez les personnes et dans la relation. Et tu es en train de dire quelque chose de fondamental, si on revient à quoi? Quand on parlait de limite, la colère, c'est une histoire de guerre de territoire, ancestralement. Et plus le territoire est neutre, plus le territoire est vaste, plus chacun, tu vois, quand on parlait de périmètre, au départ, chacun reprend son périmètre parce que c'est à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur aussi, quelque part. On peut s'éloigner un tout petit peu, du coup, même si l'autre crie, il ne casse pas les oreilles de la même façon, et se rapprocher après. Et le fait est que, du coup, plus l'espace est grand et neutre d'autres disputes, mieux c'est. Et tu as raison, dans les couples, il y a des endroits, moi je leur demande où vous disputez-vous usuellement, parce que quasiment après le lieu, il est connu et c'est l'espace, c'est le ring. Hein, si on veut résoudre justement des colères qui remontent régulièrement, c'est important de sortir du territoire. Donc ce que tu dis, c'est hyper important parce que ouais, un peu ancestralement, c'est une guerre de territoire, une guerre de point de vue. Tu empiètes sur mon territoire et sur mon espace mental à des endroits où je suis pas d'accord. Mais d'un point de vue physique, c'est aussi l'espace, le réel espace extérieur. On a vu que, enfin, la colère, donc c'est un peu comme un feu, hein, c'est ce qu'on disait, que bah, elle peut tout ravager sur son passage, hein, et puis si on la laisse un peu trop s'emballer. Et puis par contre, comme tout feu, si c'est bien canalisé, ça peut éclairer et réchauffer. Oui. Et du coup, ça va être ce que j'ai envie qu'on discute là maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut transformer cette colère en force positive? Alors, première des choses, c'est admettre que c'est normal d'être en colère à un certain moment. C'est le sentir, ce petit aiguillon qui nous active, c'est un indice. Et c'est un indice qu'il y a quelque chose en moi qui est très, très important, qui est en train d'être malmené, parce que l'autre fait ou dit. Donc, c'est un indice aussi à se connaître soi-même. Et derrière, quand tu parlais de système de valeurs, Raphaël, c'est qu'est-ce qui fait que les gens qui se connaissent un peu mieux, c'est qu'on fait un travail thérapeutique, de coaching, qui ont peut-être des métiers finalement où ils sont plus régulièrement en contact avec ce qui est important pour eux, possiblement peuvent mieux réguler aussi cette émotion, c'est parce que quand on sait ce qui est si précieux en nous et du coup les endroits gardés, voilà, c'est où sont nos trésors et ce qui nous active et nous mettrait d'autant plus en colère parce que ça dépasse les limites de supportable, ben, quand on connaît bien ces espaces-là, justement, ensuite, on n'a plus besoin de partir dans de grandes colères parce qu'on sait à quel endroit ça va s'activer. Et si notre interlocuteur approche vers là, au fond, déjà, on prend un peu de recul, en se disant, OK, moi, je recule d'un pas, même mentalement, parce que à cet endroit-là, je sais que on pourrait dire, j'ai une zone sensible à protéger, l'autre le sait pas forcément. Donc c'est plus on connaît ces zones de sensibilité, plus ça va être aisé de le gérer. Voilà, même si l'autre en face, lui, n'est pas très à l'aise. Quitte même, et là c'est extrêmement important quand tu parlais de relations, il y a des fois aussi, on peut dire, écoute, à cet endroit-là, je préfère qu'on n'y aille pas. Tu sais, dans les familles, on disait toujours, il y a des sujets qui fâchent. Politique, religion, enfin bref, on peut en trouver plein. Et du coup, on se dit, ah ben non, quand même, on devrait pouvoir parler de tout. Ben non, c'est Mhm. aussi sage. À un certain moment, il y a des gens avec lesquels, à cet endroit-là, le territoire, il est sensible. Je pourrais même dire que ces endroits-là, finalement, c'est ceux où on prône la tolérance, mais on n'est pas très tolérant nous-mêmes. On doit l'accepter. Et du coup, comme on tolère moins d'être mis en question ou le point de vue de l'autre nous-mêmes, c'est ce qui fait aussi que possiblement on peut se mettre en colère, eh ben, on n'y va pas. Si c'est pas absolument nécessaire, au fond, chacun a le droit, on peut être amis, on peut être amoureux, on peut passer une vie ensemble et avoir des espaces où, ben non, là, c'est notre petit jardin secret, à cet endroit-là, c'est pas avec toi que j'ai envie et besoin d'en parler. Mhm. Donc, c'est nous aussi, finalement, qui devons accepter qu'il y a des endroits où on n'y va pas forcément, quoi. On n'a pas besoin d'échanger avec tout le monde, c'est un peu notre terrain privé. Et j'ai Mhm. pas besoin de partager là-dessus parce que, effectivement, je sens que sinon, l'autre va venir marcher sur mes plates-bandes et moi, finalement, alors si c'est une scène colère, ben, je vais dire stop. J'ai pas envie que tu marches sur mes plates-bandes. Mais si c'est des zones où justement aussi j'ai des fractures, des traumatismes et que je suis hyper sensibilisée,
ben là, je risque de découpiller très fort, quoi. Et je peux, du coup, très, très mal gérer ma colère et possiblement même être violent. Mhm. Mhm. Bon, oui, ça, je pense qu'on peut tous réfléchir là-dessus. On a tous des zones sensibles, des valeurs qui nous sont très fortes et qui sont excessivement importantes et sur lesquelles, eh ben, en fait, on va découpiller tout de suite, quoi. Oui. Et tu vois, en 10 ans, c'est certainement une des plus saines façons de gérer la colère aussi, c'est d'admettre que ces fameux sujets qui fâchent, là, eh ben, il y a des personnes avec lesquelles on ne les aborde pas. Et à la limite, si on veut devenir un peu plus doux, un peu plus tolérant sur certains aspects, eh ben, on va travailler, pas à enlever ces valeurs qui nous sont si, c'est identitaire, une valeur aussi, mais dire, OK, de temps en temps, quand les gens en parlent, je me mets en observateur. Voilà, c'est comme ça, je prends pas parti. Voilà, je suis juste Mhm. spectateur sur le banc, et puis j'écoute. Oui, puis ça peut être sur des sujets très variés, hein, parce que tu vois, je pense, moi par exemple, j'ai une très grande difficulté avec les gens qui mentent. Pour moi, c'est juste insupportable. Donc, tu vois, vraiment, on a ces mots même forts hein, qui sortent. C'est pareil, ma liberté, quelque chose de très, très, très précieux. Donc, moi, entraver ma liberté, c'est juste impossible. Et là, c'est pareil, les mots qui me viennent sont des mots super forts, qui sont tout de suite dans un registre élevé. C'est pas ça m'est désagréable ou non, Non. c'est insupportable, c'est intolérable. Voilà. Et du coup, je pense qu'on a tous des sujets comme ça qui nous active un petit peu plus vite. Et à côté de ça, qui, je trouve, font aussi notre force. Parce que si bah, je prends mon cas qui j'aime pas le mensonge, et ben en fait, je vais être particulièrement transparente, authentique, et du coup, c'est aussi ce qui va faire ma valeur dans mes accompagnements, dans mes amitiés, dans ma famille, parce qu'on sait que bah, Raphaël, quand elle dit un truc, bah, elle le pense et elle n'ira et ce qu'elle dit est sa vérité à elle, quoi, ou sa manière de penser à elle. Et du coup, ça, je trouve que c'est très très important. Très important de savoir les nommer pour pouvoir en faire quelque chose de très positif. Oui, et vraiment, tu sais, je me dis, c'est pas comme si chacun de nous devait faire le pitch, voilà qui je suis. Mais il est Exactement. évident que dans les tréfonds, on s'accorde aussi avec des gens qui ont des valeurs communes, justement, pour éviter d'être en colère en permanence et d'être activé tout le temps. Finalement, aussi, des relations où il y aurait jamais de petite activation, de petits sentiments d'être agacé, c'est peut-être pas non plus hyper intéressant parce que de temps en temps, une petite agacement, même nos jeunes, regarde quand nos enfants grandissent, des fois ils vont sur des sujets où du coup ils nous font faire voilà, une rotation sur nous-mêmes. Donc la colère, elle est intéressante parce que quand je suis en colère à un endroit, c'est aussi bon, je régule, puis après je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que du coup, au moins sur des aspects, j'allais dire mentaux, pas physiques, c'est pas tolérable qu'on marche sur le pied, c'est pas tolérable, ça, on est ok, hein. Mais peut-être que je peux prendre du recul et puis réfléchir aussi autrement, tu vois. C'est aussi de temps en temps une invitation à pouvoir croître ou grandir et aller investiguer un nouveau territoire. Puis il y en a d'autres où non, c'est pas, c'est des territoires, c'est impossible, justement, quand tu disais, c'est sur ce territoire-là, moi je ne peux pas. C'est intéressant quand tu disais les épris de liberté. On est beaucoup à être épris de liberté et on dit on supporte pas qu'on enfreigne notre liberté. Ce qui est très intéressant, c'est que on la place pas au même endroit et certaines personnes sont en prison mais se sentent libres parce que justement ils ont cette liberté d'expression et y compris de dire ce qui les met en colère. Finalement, même là-dessus, on est libres tous ensemble, oui, si tant est que pareil, on est chacun notre petit territoire, qu'on régule comme ça. Et dans l'espace mental, ben c'est pareil, finalement ça se voit moins, mais il y a des endroits où c'est insupportable qu'on vienne investir ce territoire-là. Sauf que là, si tu ne le dis pas, difficile que l'autre puisse le savoir. Exactement. C'est pas écrit sur notre front. Et hop, je me lance. Merci Angélique hein, de ce petit topo autour de la colère. On avance tranquillement. Alors si je résume, bah, la colère, c'est une réaction émotionnelle face à une injustice, une frustration ou une menace. Ensuite, c'est aussi la colère un signal à écouter plutôt qu'à rejeter. Je dirais en troisième point, la colère, elle produit une énergie qu'il est important de contenir, de canaliser pour justement en sortir quelque chose de particulièrement positif. Oui, et la mettre au service de la relation. C'est une énergie pour faire tourner le moteur de la relation. Exactement, exactement.
Et notre petite mousse de la semaine, alors elle nous vient de Sénèque cette semaine et qui nous dit « La colère, si elle n'est pas maîtrisée, est souvent plus douloureuse que l'injure qui l'a provoquée. » Exact. Merci, hein, Monsieur Sénèque. Monsieur Sénèque, il nous dit des choses intéressantes. Donc, écoutez, à vous de jouer, hein, chers auditeurs. Et puis, vous pouvez prendre peut-être un petit moment où vous vous êtes senti en colère et vous demander qu'est-ce qui avait été un petit peu touché là-dedans. Et puis, prenez le temps à prendre cette gradation dans la colère. Parce qu'elle est profondément intéressante, passer de l'agacement à être hors de soi. Il y a plein de petites strates et que ces petites strates, il est bon de savoir les nommer. Merci Angélique. Merci Raphaël. Et à la prochaine fois. Et oui, avec plaisir. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.